Bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour une nouvelle édition et une nouvelle émission, avec toujours le même principe, donc une introduction qui cette fois-ci sera prise en charge par François Guérin. On est heureux de retrouver ce soir. Un temps de réflexion donné à chacun pour prendre le temps de noter ce en quoi la présentation de François fait écho à votre propre expérience. À quoi ça vous ramène? Qu'est-ce que ça évoque chez vous sur votre propre expérience du thème? Donc, je vais le donner tout de suite. Ensuite, un temps d'échange oui, d'échange et de discussion entre nous. On termine cette discussion avec le traditionnel sac à dos et frigo. Donc, dans le conversé, on vous invite à marquer ce que vous décidez de consommer tout de suite. Donc, ce que vous mettez dans votre sac à dos, que vous emportez tout de suite avec vous. Et puis, à l'inverse, ce que vous décidez de mettre plutôt au frais parce que ce n'est pas assez mature, parce qu'on a besoin d'y revenir, parce que vous ne savez pas quoi faire de cet objet-là sur lequel il faudrait revenir. Et puis donc, ce soir, là, un temps de synthèse pour terminer notre échange qui sera réalisé par Christian. Donc, François, tu vas avoir la parole. Un tout petit mot de présentation d'abord. Donc, François Guérin, ancien directeur adjoint de l'ANACT. Et je profite de l'occasion et de l'émission pour signaler à tous ceux qui sont autour de l'écran là la sortie d'un ouvrage auquel François a participé, ainsi que notre François à nous, là, François Hubault, ouvrage qui s'appelle « Concevoir le travail, le défi de l'ergonomie » et qui vient de sortir aux éditions Octares. Voilà, je vous invite tout de suite après l'émission à vous jeter sur cet ouvrage très intéressant. François, tu as la main. Oui. Oui, bonjour à toutes et tous. Et encore une fois, je vous prie de m'excuser pour mon retard. Alors tout d'abord, si je participe aux rencontres Tenir debout, c'est parce que je connais plusieurs des initiateurs de ce dispositif, que je partage certaines de leurs perspectives sur les questions du travail et du développement. C'est aussi parce que ce cadre virtuel est un lieu d'échange sur des questions qui concernent des situations que nous partageons vraisemblablement, mais sans doute différemment. C'est sans doute la confiance que j'ai dans le dispositif dans lequel le jugement est absent, qui explique en partie les raisons qui font que parfois j'ai pris la parole au cours de ces rencontres, me posant d'ailleurs a posteriori la question de savoir si cette parole était bien pertinente. Alors sans doute la bienveillance dont les animateurs font preuve permet cette prise de risque et contribue à entretenir la confiance qu'on a dans ce dispositif. Toutefois, cette confiance ne peut se maintenir s'il y a complaisance. En effet, un excès de bienveillance risquerait d'être contre-productif. Il me semble que le débat, puisque comme nous sommes dans un lieu d'écoute active, ne peut réellement avoir lieu que si chacune et chacun d'entre nous s'est constitué un point de vue sur le sujet dont nous débattons et qui permet donc tout à fait légitimement l'expression. Alors, je m'écarte du lieu de débat quand même, mais c'était important pour moi de préciser cette question et ce qui fait que je participe à ces rencontres. La confiance est constitutive du lien social. Elle correspond à la probabilité pour qu'un individu ou un groupe évalue l'action d'un tiers au regard de ses propres perspectives, de son devenir imaginé. Cette confiance, elle est mobilisée dans des relations diverses, la relation entre le malade et son médecin, les citoyens et le politique, les salariés et les employeurs. Elle correspond en général à la reconnaissance d'une expertise, d'une légitimité,
d'intérêts partagés, même s'il peut y avoir un risque de dépendance, de domination, qui peut aboutir à la défiance, voire à la contestation. Alors que la confiance est censée être un opérateur de résolution durable des problèmes, elle est toujours soumise à une révocation potentielle. On le constate dans les voies du dialogue social, de la concertation éclairée, de l'autorité démocratique, qui n'ont cessé d'être occultées par les forces de la contestation sociale, rendant de moins en moins crédible l'hypothèse d'une démocratie sereine. Alors, c'est mon point de vue, hein, évidemment. On pourra évidemment en débattre. On mesure de crise en crise, sociale, économique, sanitaire, à la fois l'importance et la fragilité de la confiance, au regard de son délitement progressif, des difficultés auxquelles les dirigeants sont confrontés dans leur gestion pour son maintien de la confiance, j'entends, ou de sa restauration, et contribuant ainsi, malgré eux, au développement de la défiance. La crise pandémique révèle particulièrement cette fragilité et les défis auxquels la société est confrontée. Autorités politiques contestées, parfois moquées, déclarations péremptoires des politiques. Je fais référence là à une déclaration à la télévision de Thierry Breton, qui, responsable de la stratégie vaccinale européenne, qui assène un point de vue technocratique, surplombant, censé rassurer les citoyens, alors que simultanément, l'ensemble des informations qui nous sont fournies par la presse sont contradictoires avec ce positionnement. Défaillance dans l'anticipation des mesures sanitaires, déclarations hétérogènes, voire contradictoires des scientifiques, multiplication des propos complotistes, sans oublier le rôle amplificateur des médias. Alors, au-delà de ce constat général sur la confiance et le lien social, j'évoquerai maintenant la confiance dans les situations professionnelles. La confiance, enfin pour moi, la confiance s'appuie sur les compétences perçues de l'autre, sur la cohérence des propos, sur le respect des promesses. Elle est reliée à la capacité à entendre l'expression d'idées différentes des siennes, à l'équité de traitement, à la disponibilité, à la bienveillance. On peut aussi faire confiance parce qu'on est sûr de la fiabilité, par exemple, d'un système de sécurité parce qu'il a fait ses preuves. Au contraire, on peut être dans une situation insécure et alors on doit faire confiance à un collègue qu'on ne connaît pas très bien parce qu'on croit, sans en être totalement certain, qu'il sera susceptible de nous aider. Au niveau local, celui des organisations dont la nécessaire adaptation, parfois dans l'urgence, a accentué l'enjeu de confiance des directions et en particulier du management de proximité vis-à-vis de leurs subordonnés est moins visible. Leur subordonné moins visible, pardon, qui a généré ce besoin de contrôle. Cela a conduit au renforcement des besoins, entre guillemets, de contrôle liés à la perception qu'on se fait de l'autre concernant ses compétences, la confiance ou non dans le respect du contrat, alors qu'accorder sa confiance, c'est accepter justement de ne pas tout contrôler de l'action de l'autre. C'est accepter de prendre le risque que l'absence de contrôle puisse, y compris, avoir des conséquences négatives pour soi-même. La confiance, c'est également une relation d'échange qui recouvre plusieurs significations, qui répond à des enjeux différents, coopération dans le travail entre les salariés, par exemple, gestion dans les relations hiérarchiques, relations d'emploi entre salariés et employeurs, négociations entre représentants syndicaux et direction, et qui demandent toutes, pour que ça se passe à peu près bien, voire bien, un minimum de confiance. Dans ces situations professionnelles, le rôle du management et dans la construction de la confiance est absolument essentiel. Mais il nécessite une évolution des compétences du management. Par exemple, la décroissance du contrôle
et l'accroissement de la capacité à se sentir concerné par ce qui se passe sur le terrain. Alors, je ne dis pas que aucun des managers ne se comporte de cette façon. Il me semble que c'est quelque chose d'important à rappeler. La contribution à ce que des accords entre les acteurs puissent se faire au sein de l'organisation. Être présent quand les choses se passent, ce qui nécessite de comprendre le réel, en plus d'être présent dans les situations. De comprendre que l'activité des personnes, elle répond à plusieurs objectifs, non seulement aux enjeux de l'organisation, mais également à ses propres enjeux de salarié. Être sensible et en capacité d'évaluer la compétence, la coopération, en particulier dans les situations de crise. Alors, il me semble, pour terminer mon propos, que la question de la maintenance de la confiance se pose, dans la mesure où elle est fragile, qu'elle est susceptible d'aboutir à de la défiance entre les acteurs. Il me semble que la confiance est fragile, et rien ne dit que la confiance nécessite l'accord a priori. Le moindre événement peut la perturber, mais ce n'est pas un problème insoluble, c'est la perturbation ou le risque de perturbation. L'enjeu, pour moi, est d'imaginer et mettre en place des dispositifs susceptibles de générer la confiance, de la pérenniser ou de la restaurer. On peut être en désaccord et continuer de se faire confiance. Cette question est fréquente, par exemple, dans les conduites de projets dans lesquels sont mobilisés différents acteurs interhiérarchiques dont les enjeux sont différents, les compétences et responsabilités diverses, aussi bien sur les plans techniques, économiques que social. Et le rôle du responsable de projet, mais comme celui de l'intervenant externe, est évidemment essentiel dans ces situations. Dans ce cadre, il me semble que la confiance est le résultat d'une décision. C'est une contrepartie. On décide de se faire confiance parce qu'il y a solidarité dans un projet commun, authentique, propice à cette confiance. Alors moi, j'ai quelques exemples, évidemment, que j'ai vécus, alors qui ne sont pas forcément généralisables, mais où j'ai vu des acteurs en conflit permanent finalement se mettre d'accord sur un projet qui concernait l'ensemble de ces acteurs, de la direction générale de l'entreprise aux salariés lambda, et qui, malgré leurs divergences de fond, acceptaient dans le cadre de ce projet de se faire confiance au regard de la finalité du projet. Alors, il y a besoin souvent de rappel lorsque la défiance se manifeste, mais il me semble que ceci est possible et pour moi, cela signifie que, il me semble important que dans les organisations, justement, on soit, ou les responsables de cette organisation soient en capacité d'imaginer des projets mobilisateurs de l'ensemble des acteurs, même si la défiance existe dans ces organisations. Voilà, moi, ce que je pouvais vous dire en introduction de cette séquence de Tenir debout. Merci beaucoup, François. Dans le début de ton propos, tu évoques la confiance comme une condition du débat. Je voulais juste rappeler que dans la création de cette émission et dans sa mise en place, l'enjeu est pas tant d'organiser le débat entre nous que d'ouvrir un espace où on peut faire le lien entre le thème évoqué et sa propre expérience. Alors ça n'empêche pas à un moment
d'émettre des opinions ou des points de vue divergents sur le sujet, mais je vous propose de conserver cette ligne directrice-là et du coup de prendre quelques minutes chacun pour faire un peu le lien entre ce que vient d'évoquer François à propos de la confiance, de ses conditions, et votre propre expérience professionnelle et personnelle. Et puis ensuite de la partager avec l'ensemble des participants. Céline? Moi, je veux bien. Je suis venue, bonsoir à tous, je suis venue parce qu'en fait, la thématique m'inspirait beaucoup, enfin m'inspirait. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je suis un petit peu en recherche. Donc moi, je suis prof dans une école hôtelière, voilà, depuis quelques années. Et il s'avère qu'à l'heure actuelle, dans cette structure, on a un petit peu on est dans un petit ballottage. Donc j'ai essayé, enfin j'ai essayé. Je suis en train de, parce que c'est pas encore fait, donc ça va se faire dans le courant du mois de mai, de mettre en place une réunion de parole libre avec des collègues profs, formateurs. Donc, en fait, nous, on est prof dans une institution qui forme des apprentis et dans un secteur qui, à l'heure actuelle, ne travaille pas, qui est la restauration. Et, euh, et donc, on travaille autant en distanciel qu'en présentiel. Et par rapport à ce terme, déjà, merci beaucoup pour cette présentation, François, qui a été, voilà, cette introduction qui a été riche de propos, de termes que j'ai notés partout. Il y en a un, par contre, peut-être qui m'a manqué, où j'ai sûrement peut-être fait abstraction. Pour moi, le terme de respect dans le travail, entre autres respecter le travail de l'autre, permet de générer la confiance. Alors peut-être que vous l'avez dit différemment, mais comprendre les contraintes de l'autre ou les accepter, pour moi, est un élément qui rentre dans la confiance. Et, et par rapport, moi, à la situation que je vis, il y a en fait, l'école prend une orientation qui n'est pas forcément très claire et très comprise par le corps professoral, et entre autres une partie du corps professoral qui est la partie dans laquelle j'officie, qui travaille avec des jeunes qui sont en apprentissage, donc des très jeunes. Parce que l'école forme des formations à des formations supérieures et des formations, j'allais dire, initiales. Donc moi, je suis sur la partie initiale, qui est peu mis en avant et mis en, oui, promu par l'institution à l'extérieur. Donc, on a un petit peu ce sentiment depuis un certain nombre d'années que les formations initiales ne sont pas reconnues à leur juste titre. Alors là, c'est complètement une vision interne du formateur, hein. Et donc, de ce fait-là, comme je sens que les équipes ainsi que moi-même, on est complètement, à l'heure actuelle, un petit peu dessoudés dans le contexte du fait de la pandémie, du fait du distanciel, du fait que l'on ne peut pas aller tout le temps à l'école, du fait que l'orientation de l'école ne soit pas claire, on a le sentiment de se retrouver extrêmement seul et, et il y a une perte totale de confiance, enfin de sérénité vis-à-vis de l'institution. Donc de cela, moi j'ai cette problématique voilà, qui se présente. Donc j'ai proposé une réunion de parole libre aux collègues qui le souhaitent, qui va se faire courant mai. Mais à côté de ça, moi j'ai une posture qui est un petit peu délicate, si je puis dire, enfin une posture, je m'entends, donc moi je suis prof, sauf que je suis une prof qui est particulièrement engagée dans ce que je fais. Et donc, en général, les collègues ont une vision de moi, de quelqu'un de très, voilà, en réunion, s'il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas forcément entendables ou audibles, tout le monde va le penser, personne ne va le dire, et sauf que moi, je vais le dire. Et donc, si vous voulez, je suis perçue comme quelqu'un d'un petit peu direct et franche, et qui peut-être crée des freins vis-à-vis d'une confiance qu'on pourrait me donner, ou d'une confiance que je pourrais avoir sur un côté plus global de soutien d'un collectif, on va dire. C'est ma perception, hein. Donc là, j'ai ce souci vis-à-vis de cette image de moi au sein de mes collègues, et comment faire changer peut-être ou évoluer ça pour générer une confiance de travail avec des personnes que je côtoie moins. Ça, voilà, c'est un petit peu mon questionnement. Et ensuite, comment faire que cette réunion qui sera mise en œuvre, du fait que l'institution à l'heure actuelle
soutiennent, on a le sentiment qu'elles soutiennent très peu les problématiques de travail des profs, ce qui est une réalité, hein, enfin, on n'a pas l'impression, on le vit. Notre responsable n'a aucun, entre guillemets, pouvoir de tout ce qu'on lui fait remonter, on n'a aucun suivi, aucun retour. Et de ce fait-là, c'est comment peut-être utiliser ce qui va ressortir de cette réunion de parole libre pour en faire quelque chose, pour justement développer ce rapport entre les gens, enfin entre les collègues de formateurs différents, pour créer, renouer en fait, parce qu'il y avait c'était une confiance avant. Et en fait, là, je suis vraiment dans le côté comment renouer ça. Avant, il y avait un esprit d'équipe. Alors, on n'appelle pas spécialement ça la confiance, mais pour moi, ça reproche un petit peu à ça. Il y avait cet esprit d'équipe et qui, là, se part un petit peu, voilà, s'effiloche fortement. Et juste pour conclure, j'ai une question qui, pour moi, n'était pas claire dans votre présentation. Vous disiez que l'excès de bienveillance souvent donnait lieu à une perte de confiance. Là, je comprends pas. Voilà. Je ne sais pas si j'étais claire, mais c'est moins préparé que vous. C'est clair, mais est-ce que François, tu veux rebondir tout de suite ou... Alors, sur le premier point, quoi mettre en place pour restaurer la confiance, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas de méthode, je n'ai pas d'idée a priori sur la manière dont il faudrait que vous y preniez pour rétablir cette confiance. En fait, j'ai parlé de la bienveillance et de la complaisance. Alors, pour moi, le risque de la complaisance, c'est qu'en fait, on accepte, alors je vais le dire comme ça, peut-être un peu brutalement, il faut que je fasse attention à la manière dont je vais m'exprimer pour que ça apparaisse clairement. Pour moi, le risque s'il y a trop de complaisance dans un débat, quel qu'il soit, le risque est d'accepter la parole de chacun, y compris si cette parole est trop décalée par rapport à l'objet du débat. Et cette complaisance, finalement, s'accompagnant de silence. Il me semble que c'est ça aussi la question, c'est est-ce qu'il y a des règles à respecter pour... Alors, je suis désolé, j'emploie le terme de débat. Est-ce qu'il y a des règles à respecter dans un groupe pour que ce groupe fonctionne correctement ou est-ce que finalement, on laisse faire? Quand je dis complaisance, c'est laisser faire. C'est accepter, que des choses soient dites ou faites indépendamment du lieu, des règles, du contenu que nous avons décidé d'alimenter. Je ne sais pas si je suis clair, hein. Je n'ai pas sûr. De prendre la parole sans tenir compte de ce qui s'est dit avant. Finalement, prendre la parole parce qu'on est dans un groupe et que la parole est libre. Alors, je ne dis pas que la parole doit être contrôlée. Ce n'est pas ça que je dis. Je suis un peu embêté pour vous répondre. Je suis vraiment désolé. Il me semble qu'il y a des règles à respecter. Quand on est dans un groupe, même s'il n'y a pas de débat, dans un groupe où il y a un thème qui est présenté, les participants étant susceptibles, autorisés à prendre la parole, est-ce qu'on est autorisé sans principe? J'ai une parole qui tombe à plat, c'est pas bien. Hein. Je ne sais pas si elle tombe à plat ou si elle interroge, c'est pas sûr. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle tombe à plat.
on va le Et que je réponds pas à votre interrogation en plus. Je ne sais pas s'il y a une réponse. Je pense que je la cherche. Mais, Non, mais moi, le problème, c'est que vous m'interrogez et je ne suis pas sûr d'être en capacité de répondre à votre question. C'est ça. On va du coup te laisser réfléchir, vous laisser réfléchir tous les deux à votre échange et puis peut-être donner la parole à Laurent qui tend la main depuis un moment. Oui, moi, ce que je voudrais simplement dire du thème au regard de mon expérience actuelle, donc je suis dans un labo de recherche que j'anime et j'ai 8 élèves ingénieurs à temps plein qui travaillent, qui en ont sous le pied, ils sont en 5e année, on travaille sur un super projet et qu'avec la pandémie, on a décidé que les 8 venaient un jour sur 2. Donc au moins, ça me permet d'expérimenter le fait de ne pas être présent avec eux en salle, mais de faire du management par le travail. Voilà. Et donc, je suis assez attentif au résultat qui est fait, à leur charge de travail signe faible. Et il s'avère qu'un des étudiants, régulièrement, n'est pas au rendez-vous, mais c'est-à-dire au rendez-vous de l'agenda. C'est-à-dire que quand il est réunion, il est en retard ou il n'est pas là, et qu'il n'y a rien à faire, ce qui a donné l'occasion à une première mise au point et à une deuxième où je l'ai vraiment envoyé promener et sans doute était un peu loin parce que j'en pouvais plus. Mais ce que je voulais dire de là, c'est que cette question de la confiance au regard de cette expérience, c'est qu'il y a un point sur lequel je ne lui fais plus confiance tant qu'il ne m'a pas prouvé l'inverse, c'est qu'il n'est pas au rendez-vous. Et encore ce matin, il a raté une réunion parce qu'il s'organise mal, il ne voit pas ses mails et tout ce qu'on veut. Mais par ailleurs, sur d'autres sujets, je lui fais vraiment confiance. Il est très pertinent. Et donc, pour moi, en tout cas, cette question de la confiance, ce n'est pas une confiance en soi, c'est d'abord par prudence d'essayer d'évaluer la confiance que j'ai avec ces étudiants avec qui je travaille, soit en soi, soit sur certains sujets. D'ailleurs, sur certains sujets, j'aurai plus ou moins de confiance dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font. Et donc, je me suis mis à me dire en écoutant votre présentation, finalement, dans cette confiance, il y a toujours quelque chose qui me tient avec l'autre ou qui me retient. Et s'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai complètement perdu la confiance. Le deuxième témoignage, et vous le savez, c'est parce que je l'ai évoqué, c'est que j'ai eu une opération du genou et une expérience de 6 mois avec une chirurgienne assez intéressante. Et je me suis dit, c'est quand même assez étonnant, cette chirurgienne. Après l'opération, je lui ai dit, alors comment ça s'est passé? Et donc, du coup, je me dis, et j'y pense souvent quand je suis avec mes étudiants et qui bossent à l'extérieur ou autre, c'est alors comment ça s'est passé? Et derrière, ce que j'attends, c'est de me raconter les choses et qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Et pour aller plus loin avec cette chirurgienne, c'est qu'à un moment, il y avait une décision à prendre. Elle me dit, écoutez, je ne sais pas. Ce qui est assez rare en chirurgie. D'habitude, les chirurgiens vous orientent assez facilement, même s'ils vous disent vous avez le choix, en fait. Bon. Et le fait qu'elle me dise je ne sais pas et qu'on en a débattu a encore augmenté la confiance que j'avais en elle. Voilà, c'était les 2 points que je voulais évoquer. Oui, bonsoir. Je m'étais promis de vous écouter ce soir, mais bon, voilà. J'ai quand même des petits points à dire. Donc, bon, moi, je vais repartir sur la notion, sur les points que François, monsieur, je ne sais plus votre nom. Guérin. Voilà, Guérin. Pardon, Guérin. Oui, c'est pas grave. Non, mais c'est à évoquer. Alors, au niveau de la confiance, il m'a semblé, parce que j'avais 5 minutes de retard, veuillez m'excuser, mais il m'a semblé qu'effectivement, il y avait plusieurs points, vous avez exprimé cette notion de confiance dans plusieurs registres différents. Vous l'avez exprimé au moins dans la sphère de l'entreprise et dans la sphère démocratique, gouvernementale, et dans la situation notamment du Covid. Donc, qui pour moi sont quand même qui sont des sujets différents, puisque d'un côté, en entreprise, on est dans une sphère privée, enfin, en théorie privée, et au niveau démocratique, on est plutôt dans une sphère publique. Donc, effectivement, moi, je vous rejoins pour partie. Effectivement, il y a des règles à appliquer, mais qui ne sont pas du tout les mêmes si on est dans une structure privée ou dans une structure publique.
où l'espace de parole, effectivement, est organisé différemment. Alors moi, sur le Covid, moi, je rejoins tout à fait votre point de vue. Alors, pas sur les propos complotistes, je n'irai jamais jusque-là, même si j'ai quelques traces d'informations qui me font dire qu'effectivement, bon, il y a quand même des choses qu'on sait depuis très longtemps. Par contre, sur les défaillances techniques et sur la diversité des propos scientifiques, ça là-dessus, et sur notre position et sur la position, je dirais, européenne à traiter le Covid, là-dessus, effectivement, je vous rejoins. Donc, la confiance, moi, où elle est assez impactée quand même, je dirais, dans ma capacité, disons, dans mon champ de citoyenne, en tant que citoyenne, c'est sur la partie financière, au niveau capitalistique, au niveau financier. Eh bien, on a découvert qu'il y avait des mannes d'argent énormes. Alors, bon, je suis sans doute responsable parce que je ne me suis pas assez documentée sur cette thématique-là. Mais on nous a juré pendant des siècles et des siècles qu'en France, voilà, qu'on était un pauvre pays, qu'on ne pouvait pas payer les salariés, qu'on devait tous faire effort sur effort au niveau des impôts, etc., parce que ça coûtait très, très cher voilà, d'avoir un système d'éducation nationale de haut niveau, un système de santé de haut niveau, soi-disant. Bref, et que donc, voilà, on devait tous contribuer et que malgré tout ce qu'on contribuait au niveau de la fiscalité et autres, à tous les échelons, et bien malgré tout ça, on continue allègrement, soi-disant, à creuser un trou de sécu qui est, soi-disant, abyssal ou catastrophique. Enfin bon, vous le prenez dans le sens que vous voulez, mais qui est en tout cas important. Donc, bon, on se rend compte, et alors j'en veux pour preuve du coup une information, puisque j'ai eu un entretien pour du travail ce matin avec une société du secteur aéronautique. Et j'ai été très surprise parce que je pensais honnêtement que ils avaient besoin de gens pour faire des plans sociaux, malheureusement. Et en fait, non, pas du tout. La visibilité est repartie, les carnets de commandes sont chargés, sont encore chargés, et donc ils recrutent parce qu'il faut des gens pour faire des contrats de travail et pour embaucher. Alors c'est super, j'en suis ravie. Sauf qu'effectivement, en termes de confiance, on se dit, mais voilà, où est passé l'argent, où est parti l'argent public et privé, puisqu'il se trouve que la société en question, dont je tairai le nom puisque je n'ai pas signé de contrat et que je suis habituée des fausses joies, donc je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais il se trouve que la société qui est normalement de capitaux privés, et appartient à une société familiale, ça pourrait être un équivalent du groupe Dassault, par exemple, eh bien, en fait, a très, très bien vécu la crise et n'a pratiquement pas du tout licencié, parce que l'État l'a aidé. Alors c'est magnifique pour cette société et ses salariés, c'est super bien. Sauf que ça va à rebours de l'ensemble des informations économiques qui dépeignaient le secteur aéronautique d'une manière assez catastrophique. Donc, la confiance, elle est quand même nécessaire pour savoir un peu dans quel sens on est censé ramer ou dans quel sens on est censé aller. Donc, qu'il ne faut pas croire en la parole publique. Bon, pour moi, j'ai 40 ans et pour moi, c'est déjà un acquis social. Voilà. J'en apprends beaucoup plus par par mon instinct ou par les lectures ou par les échanges que je fais avec les individus que par le gouvernement ou ailleurs. Et c'est un petit peu une déception parce qu'en fait, comment créer un engagement citoyen ou une démocratie participative sur la base de mensonges ou en tout cas de vérités qui nous est cachée à 70%.
le débat, bien sûr qu'il a des règles, mais il faut quand même qu'il repose sur des éléments tangibles. Si on ne les communique pas un minimum, à part protester, dans ces cas-là, je reviendrai effectivement vers les gens qui disent, ben voilà, s'il n'y a plus rien à penser, protestons et indignons-nous et disons qu'on n'est pas d'accord parce qu'on ne sait plus en fait où on va. Et alors la protestation, dans certains cas, c'est aussi tout simplement une expression de la crainte, parce que si on n'a plus confiance, ça peut être de la défiance, mais ça peut être aussi plutôt, tout simplement humainement une peur qui peut être exprimée en disant, ben voilà, moi je ne sais pas où vous m'emmenez, je ne sais pas où va le Titanic ou je ne sais quel autre navire. Donc, à partir de là, permettez-moi soit de ne pas monter dedans, soit de vouloir m'en enfuir, soit etc. Ok. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur vos remarques. François, tu voulais prendre la suite? Oui, je veux bien faire un peu en écho d'ailleurs à ce que vient de dire Eva-Marie, parce que comme ça, je dirais, moi, je ne peux pas me résoudre à l'idée qu'on ne puisse pas faire confiance dans la parole publique. C'est impossible. Alors, je comprends très très bien, j'entends très bien toutes les raisons qui peuvent fonder qu'on soit, je ne sais pas s'il faut dire défiance ou méfiance, qui n'est pas tout à fait pareil, mais il peut y avoir des deux. Il y a quelque chose qui relève d'une décision à la fois morale et technique, pratique. C'est, j'allais dire, on est condamné à devoir faire confiance. Et je pense qu'il y a quelque chose qui relève d'une posture qui ne va pas de soi, hein, mais et qui, je pense, est au cœur alors du métier d'intervenant, par exemple, de consultant, chercheur consultant. Parce que si on n'a pas confiance dans la possibilité que quelque chose se passe, avec des acteurs qui sont d'une manière ou d'une autre, publics aussi, on ne peut rien faire. Ou alors on est condamné à des postures purement critiques, racontant toutes les bonnes raisons qu'on a de reprocher tout ce qu'on reproche à des gens dont on pose d'avance qu'ils ne pourront rien faire d'autre que de persévérer dans un être qui est un être de dissimulation. Donc là, il y a quelque chose qui est ontologiquement, si je puis dire, impossible. Et ça ne règle pas le problème. Mais c'est quand même quelque chose qui est un point de départ, de mon point de vue, de fond, quoi. C'est-à-dire que ça a nécessité de pouvoir s'engager. Et s'engager, c'est prendre le risque. Je crois que la confiance, elle a évidemment un rapport avec un risque qu'on prend. François faisait tout à l'heure cette allusion au fait qu'on peut évidemment poser la confiance comme étant au contraire ce qui vient du fait qu'on est sûr. Mais là, c'est plutôt qu'on est assuré que confiant. Mais ça peut se dire confiant. J'ai confiance dans la machine, elle marche bien. J'ai confiance dans ceci parce que je sais, parce que je connais, j'ai confiance. Mais évidemment, ça, c'est pas très difficile. C'est le fait qu'on a besoin d'une confiance quand justement on ne sait pas. Et que pourtant, il faut pouvoir agir. Et donc, malgré ce qui manque, il faut y aller. C'est quelque chose qui relève à la fois de la confiance en soi, dans les autres, dans les dispositifs techniques, dans l'organisation. Bref, dans quelque chose qui fait que on n'est pas complètement inconscient. Mais comme c'est pas assuré, il faut y aller. Voilà. Alors, entre l'excès de confiance, je crois que c'est Laurent qui faisait ça aussi, allusion à confiance en tout à tout le monde, ça ne marche pas. Il y a un problème de réglage. Et dès qu'il y a du réglage, il y a la confiance, elle est mesurée. Et en même temps, si elle est mesurée, quelque part, elle est absente. Cette dimension-là, très compliquée, ça suppose qu'on arrive à caler le périmètre, l'espace, les conditions dans lesquelles on peut y avoir de la confiance. Et je pense que ça relève effectivement d'une précision et d'un partage sur dans quel espace de conditions il y a vraiment une solidarité des engagements qui fait que la confiance peut venir, au-delà de quoi il se passe autre chose. Mais
comment l'un va rejaillir sur l'autre et recréer au final, malgré tout, une grande incertitude, je pense que c'est inéliminable. Alors, moi, je vis ça en ce moment, comme tout le monde, bien sûr, mais je suis dans une intervention en ce moment, dans une grosse boîte, sur la question des RPS, risques psychosociaux. Et on est dans le moment où le travail a la possibilité que le dialogue social se renoue, et ça concerne finalement la possibilité de se faire confiance entre acteurs sociaux qui tous indiquent eux, ils sont oui, mais l'autre non. Et donc, en fait, ils sont pris par la peur d'être trahis, c'est-à-dire à la fois d'être trompés et de se tromper. Et pris par cette peur de se faire avoir, parce qu'il y a une compréhension de la confiance qui renvoie uniquement dans un registre de la morale et qui n'arrive pas à capter ce en quoi la confiance est une nécessité opératoire. On a exactement le même problème avec la coopération dans les organisations, où le mot est acheté, ils sont tout seuls, mais dès qu'on rentre dans le concret de ce que ça veut dire, ça ne passe pas comme ça. Et moi, je bute en ce moment, je suis devant ça, et donc, c'est une grande difficulté, et donc il me met moi en difficulté, en problème de confiance de moi à moi. Comment arriver à faire que on ne se laisse pas enfermer dans cette relation? Je trouve que ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors, derrière ça, et je m'arrête là parce que je pourrais faire un cours à partir de là, c'est le statut. Il y a deux choses. Pour moi, la confiance, elle est intimement reliée à la question de l'autorité. Il n'y a d'autorité que parce qu'on a confiance en elle. C'est la différence avec le pouvoir qui n'appelle pas la confiance, c'est le registre de la force. Dans l'autorité, c'est quelque chose qui est reconnu et donc qui est l'expression d'une confiance qu'on a envers l'instance à qui on reconnaît une autorité. Cette autorité, elle suppose donc une asymétrie, mais qui est supposée être dans un bénéfice partagé, c'est-à-dire celui à qui elle est reconnue ne tire pas avantage de ça. Il y a toujours le risque, sinon, de se faire avoir. On est repris là-dessus. Donc, comment dans une négociation, par exemple, entre des partenaires sociaux qui concerne la question de la prévention des risques psychosociaux, on arrive à rendre concret que de se faire confiance hisse tout le monde, plutôt que ça ne risque que l'un se fasse avoir par l'autre, qui en tirerait tous les avantages. Et la question politique, c'est la question de la parole. Qu'est-ce que vaut la parole dans l'espace public, dans l'espace privé aussi, entre l'impossibilité d'une transparence totale, qui est un mythe, qui est un leurre, qui est presque même d'ailleurs une dictature si on va au bout, et évidemment la nécessité malgré tout de signifier quelque chose et d'engager celui qui la donne et qui la prend. Et cette question-là, je trouve, elle est au cœur des questions du travail. Maintenant, il reste que pour que cette parole soit crue, c'est-à-dire qu'on puisse lui faire confiance, il y a le problème de, je reviens à ça et je finis vraiment, de l'espace dans lequel ça se vérifie. Et c'est là qu'il y a une question qui relève malgré tout de l'économie des corps. S'ils ne se fréquentent pas, s'ils ne s'attrapent pas les uns avec les autres, s'il y a de la distance, s'il y a de l'absence, s'il y a de l'éloignement, il y a toute une économie de la preuve, de la vérification, de l'ajustement et du développement qui se trouve mis en défaut. Et c'est pour ça que dans les moments d'aujourd'hui, on a une conjugaison à la fois d'une distance d'une parole publique par rapport aux expériences privées, le sentiment qu'on n'est pas du même monde, on ne parle pas de la même chose, qu'on n'arrive pas à se comprendre, donc on ne se fait pas confiance. Pas forcément que ça mente, mais ça ne comprend pas. Et une distance qui est renforcée par les situations où, à cause de la pandémie, on est sollicité
à se tenir chacun un peu plus loin des autres. Si on n'arrive pas à compenser ça par des dispositifs de l'intercompréhension, ça s'aggrave. Dans ce que tu viens de dire là, François, moi je vois un lien assez fort avec la première question posée par Céline. Fabien, tu veux prendre la suite? Je rebondis, ça me fait plaisir de rebondir à la fois sur les deux dernières interventions. Moi, quand on parle de confiance, il y a une définition moi, que j'aime beaucoup d'une grande professeure qui s'appelle Denise Rousseau, qui dit que la confiance, c'est l'état psychologique qui est qu'on accepte de se rendre vulnérable. Faire confiance aux gens, etc., c'est d'accepter d'être vulnérable, de dépendre de cette personne-là. Et en posant la question comme ça, moi, ça me touche beaucoup parce que ça renvoie à la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait que je vais accepter, moi, de me rendre vulnérable? Alors, par exemple, par rapport à ce que disait François au tout début, c'est François Guérin de dire, moi, dans un débat, qu'est-ce qui fait que j'ose ouvrir ma gueule, quoi? Et donc, de jouer, de me mettre en avant là-dessus. Donc, cette question-là de la vulnérabilité, moi, m'intéresse énormément de savoir quelles sont les conditions organisationnelles, mais aussi les conditions personnelles qui font que j'accepte de me rendre vulnérable. Et justement, ça renvoie, à mon avis, à trois, peut-être, en tout cas, moi, ça m'évoque trois peut-être sous-questions liées à la confiance, c'est-à-dire, la première question, c'est de dire, moi, pour faire confiance à quelqu'un, eh bien, il faut que j'ai un certain niveau de confiance en moi-même, c'est-à-dire pour m'accepter vulnérable, eh bien, ça suppose comme un travail sur moi-même. Et puis, il y a la question de comment est-ce que la personne en qui je veux faire confiance, ou le collectif, ou les instruments de gestion, ou ce que vous voulez, ou les instruments technologiques, qu'est-ce qu'ils doivent émettre pour que j'accepte de me rendre vulnérable. Et donc, ça c'est des questions, moi, qui me touchent beaucoup. Alors, c'est vrai que moi, je suis prof, donc il y a des modèles là-dessus, hein, ce qu'on appelle souvent le modèle ABI, qui est que quelqu'un, on va lui faire confiance, justement, quand on perçoit son habileté, c'est-à-dire qu'on fait confiance, il va être bon sur le coup, qui va être honnête, qui ne va pas nous tirer dans le dos, et qui va respecter un certain nombre de règles, et puis qui va être ce qu'on appelle bénévolent, les anglo-saxons, alors qui est un petit peu différent de bienveillant, mais qui va faire respecter mes intérêts personnels aussi dans ces histoires-là. Bon, mais voilà, donc moi c'est accepter de se rendre vulnérable. Mais le point aussi, moi, qui me touche beaucoup, c'est l'idée que pour faire confiance à quelqu'un, j'entends la question de la parole, de la promesse, etc., mais qui là renvoie aux problématiques du test, enfin d'éviter qu'il mente, qu'il ne fasse pas ce qu'on dit, ce qu'il livre. Moi, mon problème personnel par rapport à ça, et moi j'ai écrit un petit article là-dessus, sur ça, c'est que j'ai appelé le syndrome de K le serpent dans le livre de la jungle de Walt Disney. Et pour ceux qui n'ont pas vu ce film, c'est un serpent qui hypnotise ses victimes en disant « faites-moi confiance, faites-moi confiance ». Et vous sentez bien qu'il y a un loup derrière, là c'est un serpent, mais qu'on va se faire avoir. Et donc il y a une dimension de la méfiance dans la confiance, qui est qu'on est en train d'instrumentaliser cette problématique de la confiance pour essayer de réguler des choses qui sont un peu bizarres. Et donc moi, ça m'amène plutôt, au lieu de dire que la question est celle du mensonge, etc., l'idée, c'est la question du pipeau, de la flûte, des mots creux, c'est-à-dire l'idée que mon chef, mes collaborateurs, moi-même, etc., on envoie un volume de phrases, de mots, de machins qui ne veulent plus rien dire du tout, mais du tout. Et donc, il y a alors ce que, bon, voilà, dans mon managérial, on va appeler un bullshit managérial, qui fait que moi, j'ai du mal à faire confiance dans les paroles, dans les mots, dans les machins, etc., parce qu'on est dans un royaume du bullshit. Et donc, c'est ça qui me touche beaucoup, moi. Et donc, je terminerai après là-dessus. Ça ouvre ces questions ensuite sur le fait que le problème, c'est peut-être moins la confiance que les sources de la destruction de la confiance, c'est-à-dire de la méfiance, donc le bullshit, les injonctions contradictoires, etc. Et donc, tout ça pour dire que moi, il me semble que le problème qui est sous-jacent, c'est moins le problème de l'autorité, etc., que la problématique de la vulnérabilité. Sa propre... Je peux juste réagir à ce que vient de dire Fabien. Oui, je trouve que la question de la vulnérabilité, il a raison, hein, c'est exactement comme... mais on est sur la question de la subjectivité, c'est-à-dire la capacité d'être sensible, donc d'être atteint et donc de donner prise, voilà. Mais il me semble que c'est exactement comme pour la coopération, c'est l'expérience de ce que on n'y arrive pas tout seul. Donc on reconnaît que sans les autres, on ne peut pas y arriver, et c'est de cette faiblesse qu'on tire le moyen d'une force. Et c'est pareil dans la
confiance, il y a l'idée qu'elle est une nécessité pour s'aventurer dans un monde qu'on ne contrôle pas. Donc le fait qu'on ne contrôle pas, c'est un aveu, on pourrait le dire comme ça, de faiblesse, mais de cela on tire la capacité d'une puissance par une confiance qu'il faut donc être capable d'avoir et qui suppose un minimum pour soi-même. Tu as raison, on ne peut pas... voilà. Et cette alchimie-là, moi, elle me va bien. La question, pour moi, de l'autorité, en fait, c'est la même, mais prise dans l'autre sens. Et c'est pas mal de la prendre par là. Moi, parce qu'en fait, tu faisais cette remarque dans la colonne là où tu m'as envoyé un mot. Oui, je disais souvent, j'avais appris ça moi, d'un collègue qui était prof à Dauphine il y a longtemps, qui est décédé, et qui définissait la confiance comme l'art d'être fiable ensemble. Donc, comme tu dis, ce n'est pas une étymologie très certaine, mais c'est une possibilité de la définition qui est intéressante, parce qu'elle pose tout de suite l'idée que la confiance est un enjeu du collectif, donc de la capacité, en l'occurrence, de la coopération, dont, comment dirais-je, le registre de sens, c'est qu'elle donne de la puissance, c'est-à-dire être fiable. Et donc là, il y a quelque chose qui est au-delà d'une morale, qui est vraiment quelque chose dans le registre de l'opératoire. Une vulnérabilité qui donne de la puissance, c'est ça que tu dis? J'espère que vous me faites confiance. Ma caméra est en train de lâcher de l'ordinateur, donc je ne peux pas activer la vidéo. Bon. C'est vrai que même si c'est sous forme de boutade, j'y pense de fait quand on est en train d'enseigner en ce moment avec plusieurs personnes derrière un écran et que tout est noir, faut espérer qu'il y a un minimum de confiance commune pour qu'on puisse s'exprimer et être écouté et débattre. Mais ce que m'évoquait l'intervention de François et puis les deux dernières interventions sur la vulnérabilité et un art, en fait, pendant très longtemps, moi j'ai cru qu'il n'était pas possible dans le monde professionnel d'avoir confiance ou de faire confiance. Parce que je pensais, enfin je croyais plutôt même, que l'histoire de la confiance était quelque chose qui était de l'ordre du privé et qui n'avait rien à voir avec le travail. En fait, le professionnel se reconnaît plutôt par ce qu'il met en œuvre, ce qu'il donne à voir et ce qu'il partage avec d'autres et ce qu'il met en coopération. Et en fait, je disais, c'est pas que la confiance n'est pas important, mais je me dis que c'est quelque chose de tellement idéal que je ne le vise pas, je ne cherche pas à le créer. Par contre, créer un esprit de convivialité, d'échange, d'écoute, on dirait aujourd'hui de bienveillance. En fait, la question que je me suis posée quand j'ai réfléchi à ce sujet, puis de voir que tout le monde le partageait pas forcément, mais en même temps n'exprimait pas quelque chose, soit en parole, soit en acte, quelque chose de l'ordre de la confiance, c'est-à-dire un art, si je reprends le mot que François a nommé tout à l'heure, mais en tout cas une manière de se fier à l'autre et à soi, et de se fier avec soi et avec l'autre. Donc j'idéalisais un peu cette confiance, voire même au sens presque inatteignable dans une sphère publique et notamment professionnelle. Et puis ce qui m'a aidé à réfléchir, 2 points. Il y a déjà des choses que François dans l'introduction disait,
C'est-à-dire qu'il y a un cadre et le fait que de poser un cadre, de le discuter et ensuite de se mettre d'accord sur ce cadre, un cadre qui n'est pas finalement une dictature, mais qui est un cadre où la parole peut être partagée, permet à ce moment-là de libérer une parole et d'écouter une parole et de s'engager derrière cette parole. Et là, je parlerai de confiance incarnée. Et c'est une construction dans le temps et inscrit à la fois dans une action, donc pas seulement dans des paroles, ou alors dans des paroles agissantes, c'est-à-dire faites ce que je dis et moi je vous dis ce que je fais et il y a une congruence dans l'un et l'autre et en même temps accepter qu'on peut faire une erreur et de l'entendre. Et là, d'où l'importance du cadre qui est incarné et de celui ou de ceux qui ont la responsabilité de ce cadre. Mais c'est jamais gagné d'avance. C'est-à-dire que ce n'est pas le cadre et les paroles qui suffisent à. Et c'est là où c'est comment ce cadre permet aussi d'exprimer des besoins. Et je suis assez d'accord, même si c'est dans le monde du travail, c'est pas simple. Et même encore aujourd'hui, je l'ai vu entre mai 2020 et aujourd'hui, on est dans des formes de paradoxe. Et ben, il y a une vulnérabilité. C'est-à-dire que quand on est dans un cadre, même discuté et accepté, à partir du moment qu'on exprime le fait qu'on a le droit à l'erreur ou que l'autre nous dit bah, là je pense que tu as fait une erreur ou en tout cas je ne suis pas d'accord en donnant des arguments et donc accepter que la vulnérabilité soit en débat et soit dans le cadre permet, en tout cas aujourd'hui je le dis dans les expériences que j'ai pu vivre, permet une confiance sans qu'elle soit ni idéalisée, sans que ce soit juste des paroles, mais elle soit engageante et source de dialogue, de débat, même de désaccord. Et donc, de fait, entre l'art d'être fiable ensemble et la confiance, un état psychologique où on accepte de se rendre vulnérable, je pense que aujourd'hui, ça vaut le coup de le discuter, de le traiter dans nos différentes interventions, mais c'est pas encore, même dans le contexte aujourd'hui de pandémie, c'est pas encore quelque chose qui est simple. Il y a un an, enfin, il y a un peu plus d'un an, enfin un peu moins d'un an, pardon, les gens, quand ils sont revenus du confinement, certains ont exprimé leur fatigue, d'autres ont exprimé leur impatience de se retrouver enfin ensemble et de dire, bah, tiens, moi j'ai un tel qui, dans ma famille qui est décédé, et quelque part, il y avait de l'émotion. Quelques mois après, très rapidement, alors que la situation ne s'améliorait pas, et ben, il y a comme une posture qui s'est développée, qui était une posture où on freinait nos émotions, on restreignait nos émotions, et là, on cachait notre vulnérabilité. Et là, je parle notamment pour des dirigeants, mais aussi pour des cadres intermédiaires, au point que certains en sont tombés malades ou sont malades. Donc, je crois que cette question à la fois un art et à la fois une vulnérabilité à accueillir et à pouvoir exprimer est une piste qui me rejoint dans la relecture que je fais ces dernières années sur le thème de la confiance, où il est à la fois difficile mais encore plus nécessaire aujourd'hui. Merci. D'autres prises de parole? Alors, Marianne.
Du coup, moi, ce que ce thème m'évoque, déjà, enfin, je suis d'accord sur, enfin, c'est surtout sur quelles sont les conditions à la confiance. Et, donc, sur plein de points, enfin, la vulnérabilité, le droit à l'erreur, enfin, je pense pas qu'on ait parlé comme ça, mais le droit d'être vulnérable, une intention commune, le cadre, je suis d'accord. Et il y a un point qui me venait aussi, c'est la question des croyances des individus sur eux-mêmes ou sur le monde. Enfin, et donc, du coup, je relis enfin, qui peuvent être aussi une condition pour avoir un cadre de confiance. Par exemple, je repense beaucoup à une formation que j'ai eue sur la communication non violente qui met quand même comme socle, enfin comme croyance de base, on va dire, que derrière chaque parole, même qui peut paraître violente, il y a toujours un peu une intention il y a toujours une bonne intention en fait, qu'elle soit reconnue ou pas en fait. C'est-à-dire que soit on parle des fois de manière agressive pour se protéger, enfin ça peut être pour se protéger soi, alors qu'on le reçoit comme une agression. Et du coup, je me demandais de l'importance de la place de la enfin peut-être pas de la spiritualité, mais on va dire de tout ce qui est un petit peu valeur ou croyance socle des personnes qui appartiennent à un groupe. Voilà, et sans aller, c'est vrai que la spiritualité c'est quand même trop large, mais peut-être sans aller jusque-là, rappeler peut-être dans le cadre du coup un peu des croyances qui favorisent la confiance, c'est-à-dire enfin voilà, je sais pas, enfin, juste sur la communication non violente, le fait qu'il y a pas de mauvaises paroles, il y a pas de enfin, c'est pas parce qu'on a un ton un peu agressif que, c'est grave, enfin voilà, ce genre de choses, enfin qu'il faut le prendre, enfin bref. C'est ça qui m'est venu et aussi, ce que José disait sur, la confiance en entreprise, ça me parle, beaucoup et c'est pour ça, enfin, je pense qu'il y a autre chose que juste une intention commune, enfin, il suffit pas que d'un projet commun ou quoi pour mettre de la confiance dans une organisation. Il faut aussi créer des espaces où on peut être, vulnérable, en quelque sorte. Et par rapport à ça, j'ai expérimenté avec des amis la mise en place d'un cercle de femmes qui a très très bien fonctionné. Enfin, c'est comme un cercle de femmes, mais c'est donc c'est en fait un réseau de femmes entrepreneuses. Et sur le temps d'un week-end, enfin, qu'on organise à plusieurs reprises, on a mis en place plusieurs espaces d'expression de sa vulnérabilité, en fait, et notamment ça passe par les émotions dans un premier temps. Le droit à être fatigué, le droit de participer ou de ne pas participer à un atelier, euh, le droit de proposer aussi, enfin bref. Et du coup, il y a aussi des espaces qui s'appellent le calumet de la paix, où on exprime aussi ce qu'on a ressenti sur la journée et enfin, voilà, pour réajuster aussi en mouvement le fonctionnement du groupe. Voilà. C'est des espaces un petit peu sans règles, enfin, sans objectif particulier, mais qui sont là pour l'expression libre, on va dire. Et enfin, du coup, ça, c'est des exemples que je trouve intéressants pour favoriser l'expression de la vulnérabilité. Le lien que vous faites de ces espaces avec la confiance, c'est lesquels? Ils sont nécessaires à la confiance, c'est ça que vous dites? Bah, si l'acceptation de la vulnérabilité est une condition pour la confiance, bah, ce genre d'espace favorise la confiance. C'est-à-dire que enfin, c'est comme ça que je fais un lien. J'ai pas plus réfléchi après, là c'est les idées qui me venaient et puis. Merci. Thibaut? Oui, vous m'entendez, hein? Oui, on t'entend. Ouais. On ne te voit pas bien parce que tu es à contre-gauche, mais on t'entend très bien. Un angle de vue qui. Non, mais voilà. Ouais. Je réagissais notamment à ce que José disait sur plus que jamais nécessaire, mais de plus en plus difficile. Parce que
au moment où juste avant qu'il le dise, j'étais en train de me mettre en tête de quoi je pourrais témoigner dans ce que je rencontre, de confiance, pas confiance, et je me fais une petite liste à l'après-vert, et puis ouais, je me dis, il y a plein d'endroits, c'est hyper compliqué. Au moment où il dit, plus que jamais nécessaire, de plus en plus difficile, j'étais en train d'écrire exactement la même phrase. Donc, c'est très étonnant comment ça a bien marché. Et puis en réalité, donc, je vais juste témoigner de mon petit système à l'après-vert pour témoigner de cette difficulté, parce que c'est pas si simple quand même, effectivement. Donc, moi, je suis élu dans une mairie, donc membre de l'exécutif, c'est une ville de 30 000 habitants, il y a des enjeux politiques, et puis il y a des enjeux de... Je porte une délégation RH. Donc, j'ai réussi à installer la question de la confiance dans les lignes directrices de gestion comme une ressource immatérielle. Donc, je porte la parole un peu des gens du réseau, de ce que Artemis ou l'Institut européen a construit. Et puis, tout d'un coup, dans le réel, je vois qu'il y a des espaces où on ne peut absolument pas se faire confiance, mais pas du tout. C'est dans son propre camp, dans son propre parti. Les couteaux sont tirés, mais c'est le duc de Guise au Moyen-Âge avec l'assassinat sur la place publique. Et aussi avec les ennemis, là, en l'occurrence, c'est le Front National, il n'y a pas de confiance possible. Alors, dans une majorité constituée politique, on a des espaces de confiance, mais c'est toujours très prudent. Mais quand même, on sent on a envie, on a tous envie de porter ensemble quelque chose, au-delà des rapports de partis, comme si dans les partis c'était trop compliqué et qu'on avait besoin politiquement de se faire confiance pour pouvoir faire des politiques publiques. Donc, on sent qu'il y a tout un espace de possible avec un endroit où ça se dégrade comme pour rigoler, c'est-à-dire tout d'un coup une décision d'un élu puissant ou du maire qui vient contredire une décision d'un autre élu sans qu'il ait été prévenu et puis qui vient carrément dire non, tu as tort, et qui donne une image de pas du tout avoir d'espace de pouvoir en l'occurrence notamment dans la relation au service. C'est la relation au service qui est intéressante. Et dans cette relation au service, il y a plein d'espaces où on peut créer de la confiance. On a besoin de créer de la confiance dans un partenariat élu-technicien pour pouvoir porter des projets de plus en plus complexes. Et puis tout d'un coup, j'ai un technicien une directrice d'une médiathèque, avec qui j'ai une discussion pour essayer de monter le sujet dans un espace un peu plus stratégique d'une médiathèque qui s'inscrive dans la ville avec le numérique, enfin voilà, des choses qui bouleversent un peu le métier et qui a été elle-même bousculée, mais que je voulais bien accompagner pour essayer de remettre un peu les choses dans l'ordre, et qui au moment où elle fait un pas, elle présente son projet numérique, elle met complètement à l'écart la personne qui a porté le projet en lui disant nettoyer la médiathèque ou recouvrir des livres, alors que c'était un gars qui était pris pour normalement faire la médiathèque, et qui était venu me voir étant en grande souffrance d'une situation de travail. C'est très, très, très compliqué du coup d'installer des espaces de confiance, puisque quand on prend ce risque-là, j'ai l'impression que, alors ça va juste, j'appelle moi, j'ai l'impression que c'est un peu pervers quand même ce qu'elle a fait cette dame. Et je ne sais pas trop comment retourner la voir pour lui dire là, moi je ne suis pas d'accord, j'ai envie de lui dire ça. Quand l'élu me fait un coup un peu comme ça, je vais le voir, je lui dis écoute, je te le dis, je ne suis pas d'accord, mais comme je ne veux pas perdre le sens de la majorité, je ne sais pas avaler des couleuvres, mais c'est accepter d'avoir une vision un peu plus stratégique. C'est extrêmement compliqué de se faire confiance dans tous ces moments, mais on sent bien que c'est plus que jamais nécessaire si on veut résoudre les équations de la vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans qui savent pas utiliser Doctolib et qui sont dans une ville très populaire. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu plus que nécessaire, mais peut-être de plus en plus difficile. Et ce truc-là, entre les politiques, entre les gens, les techniciens, il y a quelque chose qui demande du soutien parce que c'est quand même un peu compliqué malgré tout. Et donc, je témoigne, je sais, pendant que tu parlais de mon cheminement et d'arriver à une forme de conclusion comme celle-là. Il nous reste encore un petit peu de temps pour une autre prise de parole. J'aurais bien voulu réagir. Juste, pardon, Eva, il y a deux Ah, pardon.
estimé qu'ils viennent de faire un petit signe. Il y a Laurent. En fait, je voulais juste faire peut-être une parenthèse. Du coup, est-ce qu'on peut dire, enfin, sur ce que M. Guinsens disait, est-ce que du coup, on doit partir du principe, pardon, que nécessité fait loi, à savoir que dès l'instant que la confiance est nécessaire, il faut l'instaurer, mais c'est pas, du coup, c'est une situation du moment. Donc, Laurent Puissant, vous voulez prendre la parole, et puis Annelise juste après. Je voulais revenir un petit peu sur la présentation initiale de François Guérin, que je rencontre pour la première fois, mais en fait que j'ai déjà lu, puisque j'étais étudiant en ergonomie au CNAM, et comprendre le travail pour le transformer est toujours une des références. Donc, je suis assez heureux de croiser François Guérin aussi aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai que dans les propos liminaires, il y avait une question sur le lien social qui était d'ailleurs la première analyse d'un lien social détérioré, particulièrement violent, avec toute description finalement des difficultés. Enfin, moi, je pourrais dire qu'il y a certaines pathologies sociales qu'on retrouve du côté de la société, mais quelque part, si on prend les questions du côté de la centralité du travail, les choses ne sont pas dissociées finalement du deuxième aspect qui a été développé, qui est parlé plus tôt, du coup, dans l'intérieur du côté du travail, des problématiques de confiance qui, elles, se traduisent très concrètement par une série de difficultés opérationnelles, de ressentiments, mais aussi forcément viennent corrompre un petit peu la société civile, viennent effectivement contaminer la vie de la cité, ce qu'on pourrait dire faire société. Tous ces aspects-là sont, si on prend ce qui moi me semble important, effectivement, de partir de la centralité du travail, ce qui pour le coup demanderait plutôt l'articulation. C'est ça que je n'avais pas bien entendu, mais ça a dû être évoqué. Mais c'est cette articulation finalement entre le lien social et puis du coup les liens à l'intérieur du travail et les dimensions immatérielles et de confiance qui se jouent dans les dispositifs organisationnels que l'on peut côtoyer de manière assez fréquente dans nos métiers d'intervenants. Voilà, donc j'avais aussi, je m'étais posé la question, je n'ai pas vraiment préparé, mais en écoutant ce qui était dit sur la confiance, il y avait pour ma part deux aspects un peu différents de la confiance. On peut l'entendre déjà sur un versant de l'émotion, qui n'est pas celui du sentiment, par exemple. Ça peut être quelque chose de plus corporel, d'un affect, et du coup de quelque chose de plus corporel, alors que le sentiment est quelque chose de plus conscient, de plus élaboré, donc dans un récit, dans un langage. Et du coup, ce n'est pas tout à fait la même confiance, et pourtant, là aussi, les deux niveaux doivent s'articuler, et surtout, celui qui transparaît un petit peu des discussions, c'est la fonction opératoire d'une confiance, finalement, et là, on retombe un petit peu sur la notion d'activité, c'est-à-dire confiance comme, on va dire, disposition, mais qui s'articule et qui appuie l'activité de travail. Donc, la nécessité, finalement, de trouver des coopérations, d'être dans le lien de confiance pour que le projet advienne, pour que l'activité puisse effectivement déployer, prendre soin de certaines situations, traiter, etc. Et donc là, ça devient effectivement une condition de performance. Et je trouve que c'est intéressant, du coup, de réarticuler aussi cet aspect-là, de donner un lien sur la question de la performance et je dirais les différentes fonctions opératoires qui vont se jouer avec la question de la confiance. Enfin, je ne veux pas être trop long, j'avais noté aussi la question politique sur ce que vaut la parole, donc de l'autre François, parce qu'il y a une paire de François ce soir, l'autre François Hubault aussi qui a parlé de la fonction, la question politique de ce que vaut la parole. Et effectivement, j'ai
Alors, j'ai cherché entre-temps une citation d'Hannah Arendt, qui, bon, quand même, ça vaut quelque chose, et qui disait c'est dans la condition de l'homme moderne, en 1961, et qui avait écrit « Contre l'imprévisibilité, contre la chaotique incertitude de l'avenir, le remède se trouve dans la faculté de faire et de tenir des promesses. » Voilà. Bon, moi, je m'arrêterai là. Merci. Donc, encore deux prises de parole, Anne-Lise et puis François qui bouclera la boucle du coup. Oui, merci. Je suis désolée, je n'ai pas pu entendre François, mais le débat me paraît extrêmement intéressant et me fait réfléchir. Alors d'abord, merci parce que j'avais rarement mis en lien confiance et se mettre en vulnérabilité et que je trouvais que ça est extrêmement intéressant. Pour moi, je reliais plutôt ça à reconnaissance et je trouve plus intéressant de l'attraper par la vulnérabilité. Mais ce que je me questionne, je me disais que la confiance avait aussi à voir avec le statut que l'on donne à la vérité. Et de penser qu'il y aurait une vérité qui serait là, immanente, qui s'imposerait, voilà, qui est un peu le point de vue, à mon avis, complotiste, parce qu'à ce moment-là, on peut prévoir, on peut tout envisager, qu'on cache, etc. Et donc, si on re-questionne le statut de la vérité, effectivement, on est renvoyé à une vulnérabilité, à une fragilité, à une très grande fragilité. Et du coup, j'interrogeais ce qui me trouble beaucoup en ce moment dans plein de milieux, c'est la fragilité de la démocratie. Il y a plein de lieux où la démocratie se trouve extrêmement fragilisée et qui fait que, effectivement, on n'a peut-être pas le choix de faire confiance à la chose publique, comme dit François, mais que du coup, on a à apprendre à penser et à travailler avec l'incertitude. Et ça, c'est quelque chose qui est éprouvant, fatigant, etc., mais qui peut-être, et ce qui peut sauver, me semble-t-il, la question de la confiance, de la coopération et aussi la question de la démocratie, parce que je relie beaucoup cette question-là à la démocratie et au danger en fait, qu'elle encourt aujourd'hui. C'est un peu ça qui me venait en esprit en vous écoutant. Merci Anne-Lise. François, tu veux conclure? Oui, enfin moi, il y a une expression, enfin c'est pas une expression, une affirmation de Thibaut tout à l'heure, c'est la confiance, c'est compliqué mais nécessaire. Et je me dis, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Alors sur le compliqué, j'entends bien. Sur le nécessaire, j'adhère. Qu'est-ce qu'il faut pour que... c'est quoi cette nécessité? C'est quoi cet espace, finalement? Par quoi peut-il être comblé? Entre la nécessité de la confiance, mais la complexité pour parvenir justement à cette confiance. Ok, ben, peut-être que là, il y a des choses à mettre dans le sac à dos et dans le frigo, dans ce que tu viens de dire, François. Donc, je vous propose de passer à cette étape-là de notre rencontre, ce que vous gardez dans ce que vous consommez tout de suite, ce que vous prenez tout de suite dans votre besace, dans le sac à dos, et puis de ce que vous gardez au frigo comme question à approfondir, à débattre. Ça laisse comme ça le temps à Christian de préparer une petite synthèse de notre rencontre, et puis dans 2-3 minutes, il pourra prendre la parole quand il le souhaite. Christian, tu veux prendre la main pour conclure? Ouais, bien. Bon, bah, j'ai préparé un peu une synthèse, quoi, une synthèse, oui, une réaction à ma façon. Donc, c'est toujours une lecture et une écoute filtrée.
J'espère que je ne vais pas trop déformer les propos des uns et des autres sur lesquels je vais m'appuyer. En tout cas, vous constatez comme moi, nos échanges, l'introduction de François déjà, et puis nos échanges sont extrêmement riches. Donc, j'ai choisi de prendre un angle d'attaque pour aborder cette question de la confiance à travers nos échanges. Alors, la première chose, et c'est François Guérin qui tout à la fin me donne l'occasion de le dire, finalement, en introduction, Hegel disait la liberté, c'est la compréhension de la nécessité. C'est un point, à mon avis, en philosophie politique essentiel. Et la question de la nécessité, comme dit François, c'est aussi Hugo, la confiance est une nécessité. Et elle est une nécessité d'autant plus importante aujourd'hui, comme le disait Anne-Lise, qu'on est face à une incertitude radicale, beaucoup plus importante qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Beaucoup plus importante. Ça tient principalement aux mutations sociétales auxquelles nous sommes confrontés. Il y a à la fois une mutation sociétale dans laquelle les enjeux immatériels sont prédominants, les questions de la subjectivité, de l'intersubjectivité sont à tout moment posées, et nous appelons à Thémis l'économie servicielle se développant, cette question de l'incertitude devient une question absolument centrale, et la confiance, une ressource absolument stratégique. Alors une ressource à la fois pour les personnes, et alors plusieurs reprises on est intervenu sur la confiance en soi, la confiance en l'autre, c'est-à-dire dans des relations à la fois interpersonnelles et en même temps qui nous réinterrogent sur sa propre position de vie personnelle, puis aussi des relations de confiance, cette fois-ci plus dans le collectif, dans le rapport entre la question de l'individuel et du collectif. Alors, je vais me permettre comme ça de diviser mon propos en deux temps. Mais avant, je voudrais juste dire une chose qui me paraît importante, c'est que la confiance, en fait, c'est un construit qui s'organise et qui s'inscrit dans une dynamique historique. Alors, quand on est sur un plan personnel, c'est la dynamique historique de soi-même, c'est la construction de soi. Donc, ça va renvoyer à des enjeux d'ordre psychique, en lien avec les autres, mais d'ordre psychique, la façon dont on fait face dans cette incertitude aux névroses que l'on a, qui nous habitent, qui nous mènent dans des difficultés singulières à chaque fois par rapport aux événements que l'on rencontre, les situations que l'on rencontre. Il y a quand même une dynamique de construction de soi, une historicité de cette construction de soi. Et cette historicité se construit, existe aujourd'hui, elle existe également dans l'histoire des collectifs. La confiance n'existe pas en elle-même, elle n'est pas consubstantielle, elle est inscrite dans une dynamique, d'où ces éléments de perte de confiance, regain de confiance, approche de la confiance, attaque de la confiance. Et c'est bien dans une compréhension dynamique des choses qu'il me semble qu'il faut qu'on aborde l'enjeu de la confiance. Peut-être le dernier point qui revient sur la conjoncture, c'est que je suis absolument persuadé que nous sommes entrés depuis l'année dernière dans une nouvelle conjoncture historique macroéconomique, dans lequel nous allons être confrontés à des effondrements partiels et des reprises partielles d'un modèle de développement qui a été dominé depuis 40 ans, à la fois par l'industrialisation et l'hyperconsommation d'un côté et la financiarisation. Cette nouvelle conjoncture dans laquelle nous inscrivons, je pense pour un temps très long, c'est une rupture, et bien entendu, elle vient ressolliciter en tant que rupture la question de la confiance, parce qu'elle est ressollicitée en soi et d'autre part dans les collectifs. Alors, mes premières remarques portent sur la confiance en soi et la façon dont on construit cette confiance en soi dans la relation à l'autre, donc dans l'intersubjectivité, subjectivité, intersubjectivité. Puis, deuxième partie de mes remarques porte plutôt sur la question du rapport entre l'individuel et le collectif, c'est-à-dire la construction collective de la confiance. Il me semble que, alors, je partage beaucoup de choses qui ont été dites,
particulier quand Fabien nous invite à penser la question de la confiance aussi comme une acceptation de sa vulnérabilité. Donc, je pense que c'est une très bonne façon de faire, c'est-à-dire finalement une conscience de soi. Pour pouvoir exprimer cette confiance ou cette reconnaissance de la vulnérabilité, il faut en même temps avoir une conscience de soi, une conscience de son histoire, une conscience de sa force intérieure, et en même temps de ses limites. Et donc de la possibilité de les trouver dans ses limites. Mais bien entendu, cette confiance en soi, cette conscience de soi, elle se construit dans la relation à l'autre. Elle se relation dans les relations à l'autre. Et là, il me semble qu'il y a, j'ai remarqué au moins trois ou quatre choses qui me semblent importantes en tout cas, dans les relations interindividuelles. La première chose, c'est que cette relation, elle engage des affects. Alors, plusieurs vont être revenus là-dessus, mais on est affecté par la relation à l'autre. Que c'est un mouvement réciproque. Le fait d'être affecté nous permet de mieux comprendre comment nous nous construisons et comment nous sommes ouverts au monde et ouverts à l'autre. Ce qui introduit une deuxième dimension, il me semble aussi, c'est l'authenticité de la parole. C'est-à-dire qu'on accorde confiance, ou on accorde confiance par le fait que la parole, souvent j'utilise cette expression, elle sonne vraie. Alors pourquoi? À toi, elle ne sonne pas faux. Ce n'est pas quelque chose qui est un faux discours, ce n'est pas quelque chose qui est un discours sur un discours. C'est quelque chose qui résonne comme authentique. Et c'est là où la parole est aussi une expression du corps. Je reprendrai, je ne suis pas tellement d'accord avec ce que disait François, c'est-à-dire que c'est dans les échanges, dans les relations entre les corps que cette confiance se construit, parce que aussi l'authenticité de la parole s'entend. La parole, ce n'est pas simplement un truc numérique qui passe, mais on entend les sons, l'expression, la façon dont finalement la parole est investie. Et là, il y a quelque chose qui me semble très très important dans la construction de cette confiance en soi et dans la confiance dans l'autre, qui relève de cette authenticité de la parole. Alors, cette authenticité de la parole, elle entretient, elle construit, elle entretient cette confiance et elle permet ce que Céline nous a indiqué tout à l'heure en parlant de la coopération en tant que compréhension des contraintes des autres. Parce qu'à travers finalement la parole, on est en capacité d'écouter l'autre et l'écoute, c'est la compréhension de l'intention de l'autre dans la façon dont il s'exprime. Qu'est-ce qu'il signifie, qu'est-ce qu'il veut signifier pour lui-même et des situations qu'il rencontre lorsqu'il s'exprime de cette manière? C'est là où on veut reprendre la communication non violente, ne pas se limiter finalement au ton de la personne, mais essayer de comprendre derrière le ton, peut-être agressif, qu'en réalité il y a un enjeu qui est autre, et c'est celui-là qu'il faut écouter, entendre, pour être alors dans un espace de coopération, c'est-à-dire de la compréhension de la contrainte de l'autre. Cette compréhension de la contrainte de l'autre est un élément de la construction de la confiance en l'autre, mais aussi de la confiance en soi. Et il me semble que le dernier point, et François Guérin est revenu sur cette question, mais aussi Laurent, ça passe par des moments, des règles, informelles ou non. Quand Laurent en a marre que son étudiant arrive en retard, il y a quelque chose qui passe de la règle, de la correction, c'est-à-dire des règles, une forme de légitimité dans les relations interpersonnelles qui construisent la confiance. Voilà ce que j'ai retenu, moi, à la fois de nos échanges et de l'importance de cette dimension subjective qui, compte au fond, nous construit psychiquement. Voilà. Finalement, nous construit comme une personnalité à chaque fois singulière dans laquelle le regard des autres, la confiance que les autres nous accordent, construit notre propre confiance en soi. Alors, nos échanges ont porté également sur une autre dimension que je sépare volontairement,
et en même temps qui vont trouver des formes, qui vont trouver leurs articulations, et c'est sur le rapport entre l'individuel et le collectif, et cette fois-ci, la conscience dans le collectif, dans l'action collective. Alors, ça se traduit quelquefois de manière très simple dans la confiance dans les systèmes techniques. Les systèmes techniques étant des résultats d'un travail collectif. La fiabilité d'une automobile, la fiabilité de systèmes techniques, c'est en fait une confiance dans un travail collectif qui s'est cristallisé, travail mort, dirait Marx, qui s'est cristallisé dans des objets. Et effectivement, cette question de la confiance dans la technique est présente, et ce rapport à la technique est un rapport déjà induit dans le collectif. Mais dans une économie dans laquelle la question de la technique ne devient pas principale, ne disparaît pas du tout, mais devient secondaire par rapport aux enjeux plus immatériels et relationnels, vous voyez bien que construire la confiance au collectif par la technologie ne suffit pas. Elle est en partie indispensable, mais elle est largement insuffisante. Et on le voit bien aujourd'hui même dans les discussions qui portent sur les vaccins, la confiance dans ces vaccins n'est pas du tout construite. Et même la confiance de beaucoup d'objets est remise en cause, parce que quant au fond, c'est d'autres enjeux qui se mettent en place. Et là, c'est le rapport finalement à la constitution du collectif comme capacité de travailler ensemble. Alors peut-être pour reprendre l'expression de François Hugo, je ne me souviens plus de son expression, François, mais il ne m'avait plus, j'ai plus noté, mais en tout cas, d'être puissant collectivement, je vais le résumer comme ça. La question ici du collectif devient essentielle. Mais alors, ce collectif, dans la construction de la confiance, par quoi ça passe? Alors, il me semble que ça passe par la question des dispositifs institutionnels. Les dispositifs institutionnels sont absolument centraux dans la compréhension de la constitution des collectifs, dans la confiance que l'on peut avoir en eux, et inversement, du coup, dans la confiance qu'ils nous accordent pour pouvoir faire face à l'incertitude, faire face au feu. Ces dispositifs institutionnels, c'est des ensembles de règles qui vont être confrontés au problème de la pertinence des règles qui organisent les relations sociales à l'intérieur des collectifs. Alors, ces règles peuvent être des règles simples, de statut juridique un peu supérieur des conventions, de statut juridique encore un peu plus supérieur des lois, des statuts juridiques encore supérieurs des institutions, mais en tout cas, faire en sorte que ces règles ont une pertinence par rapport aux enjeux engagés par le collectif. Et vous voyez qu'on est très souvent dans des situations où, en fait, la pertinence de ces règles est mise à mal par les évolutions structurelles et par la façon dont l'incertitude agit est présente dans l'action, qu'elle soit économique, sociale ou politique. Donc, on a un problème d'interrogation de la pertinence des règles. Ce que l'on peut dire simplement, c'est que les règles issues de l'histoire industrielle de ces 40 dernières années, y compris de l'issue de l'histoire politique, ces règles sont mises à mal par ces mutations structurelles. Et donc, un des moyens de rétablir la confiance ou de continuer à la construire, c'est d'abord d'accepter d'interroger ces règles, de les remettre en question et de réinterroger leur pertinence. De mettre la question de la pertinence des règles, c'est-à-dire de la dimension institutionnelle du dispositif, cette règle doit être mise en question. Et la deuxième dimension des dispositifs, c'est leur caractère légitime. Et là, on a un problème de confrontation entre le pouvoir et la légitimité, le pouvoir n'étant pas un porteur forcément de légitimité, dans la mesure où il s'est inscrit dans une historicité qui n'est plus celle que l'on vit à l'heure actuelle. Donc, on est confronté à des dispositifs collectifs dans lesquels la question de la légitimité est posée. Et cette question de la légitimité, et c'est pour ça qu'Analyse fait le constat que la démocratie élective, représentative, est en difficulté, parce que on voit bien qu'elle manque de prise sur le réel.
Et là, il y a un point fondamental dans le rapport à la construction de cette légitimité pour pouvoir être en phase de rétablir ou de construire la confiance dans la période actuelle, dans ces collectifs, c'est la question de la pertinence de l'évaluation et du rapport au réel. D'où nos discussions sur la question de l'information, de la vérité, de la communication, comment nous pouvons établir un rapport au réel. La difficulté, c'est que le rapport au réel des institutions, de ceux qui nous représentent, ou du groupe, ou de ceux qui nous dirigent, ou de ceux que nous dirigeons, quelquefois nous sommes inversement en situation de diriger des collectifs et des dispositifs, le rapport réel ne peut pas être envisagé que du côté de la parole de ceux qui font autorité, j'y reviendrai après sur l'autorité, ou ceux qui ont le pouvoir, ou qui sont en responsabilité. Disons les choses plus simplement, les gens qui sont en responsabilité. Pour pouvoir interroger la question de ce réel, encore faut-il que soi-même nous nous engagions individuellement dans les dynamiques. De ce point de vue-là, la démocratie, représentative est en difficulté, mais la démocratie participative est insignifiante. Parce que la démocratie participative, c'est une démocratie de la revendication, des souhaits, mais pas une démocratie de l'engagement. Ce n'est pas une démocratie fondée sur l'engagement. Et là, pour savoir où en est le réel et où en est l'authenticité de la parole des personnes qui nous guident ou qui ont des responsabilités, encore faut-il être engagé soi-même. Sinon, il n'y a pas de confrontation possible avec le caractère réel de la parole des personnes qui sont en responsabilité. Donc ça signifie un engagement, d'où l'importance stratégique d'un point de vue politique, de mon point de vue, du thème et du concept de démocratie sociétale, à côté de la démocratie élective, représentative et de la démocratie sociale. Sans démocratie sociétale, pas de capacité de revenir au réel. Sans engagement personnel sur les sujets qui nous intéressent, pas de capacité à savoir si la parole de ceux qui détiennent des responsabilités a un sens de vrai. Parce qu'en réalité, le rapport au réel ne peut passer que par un construit dans lequel nous sommes nous-mêmes engagés. Si on n'y est pas, il n'y a pas accès. On voit bien que là, on est dans une difficulté majeure parce que à la fois on a besoin de s'engager et en même temps se construit une parole collective portée par un certain nombre de représentants qui ne sont pas forcément dans le même agenda, on pourrait dire les choses comme ça, dans les mêmes temporalités. Alors, c'est là où, à un moment donné, on est obligé, il me semble, de refaire un lien entre la question de la dimension collective de la confiance et de son construit institutionnel à travers les dispositifs, voire de la démocratie sociétale, avec la première partie qui est la dimension individuelle. Et on est obligé de rétablir un lien qui, me semble, se fait à travers peut-être 2-3 questions. La question de l'autorité, qui n'est pas la question du pouvoir, comme le disait François. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire confiance à des personnes qui font autorité dans un certain nombre de situations. Et cet acte de confiance permet de sceller un rapport à la parole publique différent de celui qui est aujourd'hui engagé, mais nécessite cet engagement de sa propre personne. Et donc le rapport à l'autorité. Le deuxième passage, il me semble, je dirais, c'est le rapport au courage. C'est-à-dire que cette incertitude exige des femmes et des hommes, je parle des individus là, qui à un moment donné prennent des risques individuels et donc qui expriment une certaine forme de courage. Sans courage, il n'y a pas de capacité d'articuler l'individuel et le collectif et la question de la confiance. J'ai vécu ça dans le moment du politique des années 70, le courage physique dans les affrontements avec les fascistes était un élément de la confiance dans l'autorité des chefs. C'est-à-dire que si ce n'est pas partagé, cet engagement physique courageux, eh bien, il y a une difficulté, si vous voulez, à
construire cette confiance dans le collectif. Le courage du petit est un courage d'innover. Peut-être aussi tout simplement le courage, comme le disait Fabien à un moment donné, de s'exposer. Mais c'est du courage. C'est-à-dire que c'est un engagement à un moment donné qui permet d'articuler alors la confiance des êtres et la confiance dans le collectif. Et puis je pense qu'il y a un dernier point qui est ce que disait François Guérin dans son introduction, c'est le courage du désaccord. Moi, je n'aime pas du tout le mot de bienveillance, je vais vous dire franchement, c'est un mot que je n'utilise jamais. Je n'aime pas la bienveillance. Moi, je préfère des gens qui me rentrent dedans. C'est-à-dire qui disent ce qu'ils pensent, avec le ton qu'ils utilisent, mais au moins, on sait ce qu'il en est et on peut construire quelque chose. Je suis tout à fait d'accord sur le glissement bienveillance-complaisance. Mais qu'est-ce qu'il y a de personnes non courageuses pour dire qu'ils ne sont pas d'accord? C'est incroyable. Au moins s'accordons sur des désaccords, comme le disait François Hugo cette fois-ci. Et oui, et il faut être courageux. Il faut accepter, et de ce point de vue-là, il faut, comme le dit quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, mais que j'aime beaucoup et que certains d'entre vous connaissent, Dominique S., il faut prendre le risque de l'autre. Cette fois-ci, avoir confiance en soi, avoir confiance dans l'autre, c'est-à-dire, finalement, avoir confiance que la contradiction n'est pas la mort, c'est la vie. Voilà ce que je voulais dire. Pour une synthèse, on est servi. Merci, Christian. C'est beau. Juste un mot pour vous dire, pour rappeler, pour ceux qui sont là et pour ceux aussi que vous connaissez qui auraient souhaité participer à l'émission et qui n'ont pas pu, on peut retrouver cette émission, elle est enregistrée et disponible sur le site d'Atemis, comme les éléments aussi de la colonne conversée. Donc, il y a plein de choses qui ont été inscrites dans cette colonne au cours de cette soirée, comme d'habitude d'ailleurs, mais particulièrement ce soir. Et on peut retrouver là aussi ces éléments sur le site, ils sont aussi accessibles. Donc, merci à tous, je vous souhaite une très bonne soirée et puis on se retrouve dans 15 jours. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci, François. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.